Et donc juste d'avoir trouvé cet angle, ça a fait que pour sa chaîne, plutôt qu'une vidéo qui allait faire 4 ou 5 000 vues, là aujourd'hui elle est à 120 000 et elle continue de bien grimper. Une Léna Situation par exemple, elle est beaucoup plus suivie pour ses convictions, sa façon de voir le monde, que par finalement ce qu'elle fait au quotidien. Si demain j'avais 20 000 abonnés, j'en serais ravi. Mais je sais que de toute façon, il y a un intérêt à y être présent. Et le plus tôt est le mieux parce que de toute façon, on ne fait que s'améliorer. On peut amener les gens où on veut dans les contenus, à partir du moment où on leur donne une bonne raison, une bonne motivation à les regarder. En fait. Quand tu formes quelqu'un, et le jour où tu te rends compte que cette personne, elle a délivré quelque chose de meilleur que ce que tu aurais fait toi-même, c'est magique. En fait, YouTube, dans le fonctionnement, est plus proche de Netflix que d'Instagram. Le but de tout ça, c'est qu'on ait une belle plateforme avec des beaux créateurs qui font des bons contenus, quoi. C'est un peu ça l'idée. Bonjour à tous et bienvenue dans La Bulle Rhétorique, le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un communicant, quelqu'un qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, parfois aussi sur LinkedIn. Il s'agit de Sylvain Lepoutre, qui est expert sur YouTube. Salut Sylvain, comment vas-tu ? Salut Jean-Corentin, ça va super bien, salut tout le monde, ravi d'être là. Parfait. Alors pour commencer, je vais faire une rapide introduction sur ce que tu fais, surtout sur ton parcours. Donc tu t'es lancé d'abord en 2012 avec une chaîne YouTube qui s'appelait Mon Petit Réflexe, une chaîne qui a bien grimpé depuis. Ensuite, justement, vu que ça grimpait bien, tu as compris le fonctionnement de YouTube et en 2017, tu as lancé une chaîne qui s'appelle Le Coin des YouTubeurs et dans laquelle tu donnes tes conseils pour percer, pour développer une chaîne sur YouTube. Une chaîne qui est surtout portée sur la stratégie et pas forcément d'ailleurs sur le montage ou sur ces aspects-là. Et surtout, tu as monté une société qui s'appelle VideoBiz et dans laquelle tu conseilles des personnalités, des créateurs pour qu'ils puissent eux aussi développer leur chaîne YouTube. Alors il y a quelques noms qui sont assez connus d'ailleurs, j'ai regardé dans les personnes que tu accompagnes, on a pu voir Shubham Sharma, Yann Leonardi, Valentine Soda, et j'ai vu aussi qu'il y avait Charles Schill. Je vais revenir un peu là-dessus parce que je trouve ça intéressant que tu l'aies conseillé lui, mais on en reparlera un peu plus tard. D'abord, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette courte présentation ? Non, c'est bien pitché, c'est très bien. Je vais peut-être même te repiquer le pitch. Parfait, je te l'offre. Alors, d'abord, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours de youtubeur, sur ton parcours sur YouTube de façon générale. Est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton point de vue, peut-être les différentes étapes par lesquelles tu es passé ? Ouais, alors avant 2012, j'avais déjà publié quelques vidéos sur YouTube, mais comme beaucoup de gens, c'était une source d'hébergement, on va dire. J'hébergeais des vidéos qui étaient ensuite sur un blog ou qui étaient partagées dans des emails, dans une autre aventure entrepreneuriale préalable. Et donc la chaîne Mon Petit Réflexe, c'était effectivement la première aventure où je me suis mis dans la peau d'un créateur de contenu qui allait transmettre quelque chose à une audience et que cette audience s'est constituée sur YouTube. Et à l'époque, je l'avais créé pour une raison qui était un peu particulière et qui va nous intéresser, je pense, et intéresser tous ceux qui nous écoutent, c'est que je connaissais rien à la photo et il y avait très peu de gens qui communiquaient sur la photo et c'était que des gens qui avaient une approche très professorale de je connais la photographie, je vais t'apprendre et je vais commencer par t'apprendre le jargon, les trucs que personne ne comprend. Et moi j'ai débarqué en disant j'y connais rien, on va apprendre ensemble, le fameux building public, maintenant ça a un nom. Ouais. Et donc j'utilisais les mauvais termes, je me plantais, etc. Et les gens me corrigeaient dans les commentaires, etc. Et l'idée derrière ça, c'était juste que je voulais aider des gens à démarrer sans avoir besoin justement d'apprendre tout le jargon. Et je me disais, si ça peut intéresser 5 ou 10 personnes, c'est très bien. Et je me disais aussi, au pire, si jamais ça prend pas, ça m'aura aidé à progresser dans ma prise de parole. C'est-à-dire que les premières vidéos que j'ai tournées, je faisais des bruits de bouche, des trucs, j'étais pas sûr, je cherchais mes mots. Et je me disais, dans le pire des cas, c'est un bon exercice, je serai plus à l'aise dans la prise de parole après, et ça me servira dans ma carrière, en n'importe quel autre boulot ou job derrière. On a besoin d'être capable d'être à l'aise à l'oral pour exprimer ses idées. Et donc je me disais, dans le pire des cas, ça m'apportera ça, rien que ça, c'était déjà une raison suffisante pour moi de démarrer une chaîne YouTube en fait. Ouais, donc là tu prêches un converti, hein. Clairement c'est sûr que tout ce qui est bon pour s'entraîner à la prise de parole, ça ne peut que être positif. D'ailleurs moi c'est un conseil que je donne assez souvent aux personnes qui veulent s'améliorer, c'est de se filmer.
que ce soit pour mettre sur YouTube ou ailleurs. Si vous le mettez sur YouTube, tant mieux, comme ça il y a en plus une audience, mais déjà de se regarder. D'ailleurs, t'avais du mal peut-être au début, moi je sais que c'était très compliqué quand j'ai lancé ma chaîne, mais à te regarder, faire du montage éventuellement, c'était une problématique pour toi? Bien sûr, mais je crois que ça allait pour tout le monde. Ça m'a peut-être pris 100 ou 200 vidéos avant de ne plus être mal à l'aise à l'idée de me voir et de m'entendre surtout. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sa propre voix, et là quand on passe 3 ou 4 heures à essayer de refaire un montage où on s'entend parler, etc., c'est horrible. Mais pareil, on s'y fait à la fin, et ça aide aussi à décomplexer du coup sur son physique, sur sa voix, etc., parce qu'au bout d'un moment on finit juste par dire bah allez, je m'en fous quoi, en fait. Donc ouais, c'est une bonne thérapie presque. Ah ouais, mais clairement, moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que comme tu le dis, hein, notamment sur la voix, alors pour te dire en fait, c'est que le truc, c'est que quand on parle à l'extérieur, on n'entend pas la voix que les autres entendent. Pour une raison simple, c'est que la voix, c'est une vibration de l'air. Et donc, quand on parle comme ça, on a la vibration de l'air qui nous revient, mais on a aussi la vibration osseuse qui fait qu'on n'entend pas le même son que ce que les autres entendent. Ce qui fait que la première fois qu'on s'entend de l'extérieur, parce qu'on est filmé ou autre, bah, c'est la première fois qu'on entend sa voix, et c'est ultra dérangeant parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. C'est pour ça, c'est de là que ça vient. Mais justement, on a parlé un peu là de la forme, et j'ai l'impression quand même que toi tu bosses beaucoup sur le fond. Est-ce que c'est quelque chose que tu prépares avant, tu rédiges tes scripts, tu rédiges tes prises de parole, puisque c'est des prises de parole complètement en amont, ou est-ce que tu te laisses quand même une petite marge d'improvisation, ou est-ce que tu fais juste le plan? Je sais pas un peu comment tu fais là-dessus. Ça a beaucoup évolué dans le temps. Les premières vidéos que je faisais, c'était bullet point. Vraiment, ok, j'ai un sujet, j'ai ces 2-3 points, allez hop, j'allume la cam et j'improvise. C'est vrai que j'ai cette facilité à pouvoir blablater, on va dire, de façon relativement concise, sans trop hésiter, sans trop prendre de longueur, sans trop faire de digression. Donc quelque part, je me suis servi de ça, on va dire, pour pouvoir créer beaucoup de contenu rapidement. Mais plus le temps passe, et plus j'ai commencé à me mettre un peu de pression. Alors pas forcément sur la chaîne photo, mais plus sur la chaîne du coin des youtubeurs. Où là, du coup, il y a une image d'entreprise, il y a une image publique, entre guillemets. Et dès le moment, en fait, il y a un switch qui s'est fait au moment où j'ai pu faire une première vidéo qui est devenue vraiment virale, la vidéo sur Villebrequin. Et cette vidéo était hyper scriptée. On avait même fait appel à un scriptwriter qui m'avait aidé sur la structure du script. Et là, c'était tourné effectivement avec je crois que c'était au prompteur, celle-là. Et du coup, en fait, une fois qu'on a une vidéo qui commence à avoir on considère qu'il y a un niveau de script et de concision dans le propos très élevé, c'est difficile de refaire un petit pas en arrière. Je sais que c'est idiot parce que YouTube ne nous demande absolument pas que les vidéos soient toutes parfaites. Et parfois même pour l'audience, c'est mieux d'avoir un côté plus conversationnel qu'on retrouve dans des lives. Hein. Je fais des lives régulièrement sur ma chaîne, et là, du coup, c'est totalement conversationnel. Ouais, c'est important de réussir à mettre le bon niveau, et en tout cas de ne pas se mettre la pression toujours plus haut à chaque fois. Oui. Et en gros, si tu veux, en termes d'approche de script, il y a plusieurs façons de procéder. Soit tu fais le bullet point. Ça, c'est la version la plus simple qui peut peut-être se décoincer au début, nous décoincer à créer du contenu. Ensuite, il y a le script total où tu as vraiment tout écrit, toutes les phrases, et là tu vas réciter devant un prompteur. Donc ça, c'est la version à l'autre extrême. Et la difficulté de ce mode-là, c'est que souvent on va parler du coup en langage écrit, et donc ça fait bizarre. Donc là, moi généralement, le conseil que je peux donner à ce moment-là, c'est de relire son script à voix haute, et toutes les expressions qui nous semblent un peu bizarres à l'oreille à ce moment-là, les réécrire telles qu'on les dit. Oui. Donc par exemple, je vais écrire je l'ai fait, je vais écrire J', L', je vais mettre des bains, des donc, des trucs comme ça que je vais rajouter dans les phrases. Alors je mets pas les E, mais voilà, t'as compris le truc. Et ça permet du coup ensuite au prompteur de passer beaucoup plus naturel. Et après, l'entre-deux que j'ai fait pendant très longtemps et que j'aime bien faire encore, c'est d'avoir en gros mon texte rédigé de façon scriptée, de façon littéraire. Et quand je tourne, je regarde ma phrase, je pige l'idée globale, je me remets face à ma cam et je récite ma phrase. Après, je fais une pause, je reprends la phrase suivante, ok, j'ai l'idée globale, et je la redis souvent avec des mots différents parce que je la redis de façon comme si j'avais quelqu'un en face. Donc c'est à peu près les 3 façons différentes, on va dire, de préparer un script plus ou moins profondément pour pouvoir faire une vidéo YouTube. Mais après, c'est à tester selon les personnes qui sont plus à l'aise avec l'un ou l'autre de ces systèmes-là, quoi.
Ouais, c'est intéressant parce que, alors déjà la vidéo sur Villebrequin, j'ai regardé, elle est incroyable. Alors c'est vrai que je l'ai pas précisé, ça fait longtemps que je suis tes contenus. Dès que j'ai lancé ma chaîne, j'ai trouvé la tienne. J'en avais vu d'autres qui parlaient un peu de stratégie, mais ça parlait d'un sujet que t'aimes beaucoup, les tags. Il me dit toujours qu'il fallait mettre les bons tags, trouver les bons trucs, etc. Voilà. Donc pour info, ça ne sert à rien. Je pense que tu confirmes. Oui, je confirme. On est d'accord. Et je suis tombé sur ta chaîne que je trouvais beaucoup plus pertinente, donc ça fait très longtemps que je suis tes contenus. Et la vidéo sur Villebrequin, elle est incroyable. Mais ce que tu dis sur la façon de préparer son script, c'est marrant parce que ça rejoint les 3 méthodes que je décris aussi pour créer une prise de parole de façon plus classique, un discours ou quoi que ce soit. Soit tout rédiger, avoir le papier devant soi, mais effectivement on risque de perdre un peu en naturel. Soit de travailler bullet point, et là on va être un peu plus parfois dans l'hésitation, ce qui n'est pas forcément gênant pour moi sur une prise de parole en direct, ce qui n'est pas la même chose sur quelque chose d'enregistré, donc un peu différent. Et 3e méthode, d'avoir tout rédigé, mais de pas forcément coller à ce qu'on a rédigé. Donc c'est super intéressant parce que ça confirme encore ce qu'on disait, c'est que prendre la parole sur YouTube, c'est comme un peu partout, quoi. C'est comme préparer un discours, c'est comme tout ça, et finalement on va appliquer les mêmes méthodes. Et d'ailleurs en préparation, en prise de parole, il y a des structures, il y a des modèles classiques qui existent. Donc il y a le plan classique, il y a le plan diagnostic, le plan besoin-solution, etc. Toi, est-ce que tu as des scripts pas des scripts, mais des modèles comme ça de templates que tu utilises régulièrement ou tu conseilles aux personnes que tu accompagnes ? J'ai pas forcément de modèle, je suis pas le meilleur scripteur de vidéos. Il y a des gens dont c'est le métier qui font quasiment que ça. Nous, en fait, généralement, on se focalise plus sur la partie la plus importante par rapport à l'algo YouTube, qui va être en gros les 2 premières minutes de la vidéo. Et donc la partie accroche intro, et à quel point, quand quelqu'un a cliqué sur un sujet, on va renforcer son envie de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et généralement, ça, c'est beaucoup plus efficace pour le fait que les gens aient envie de regarder la vidéo longtemps que d'avoir un bon script, on va dire, derrière. Quelque part, le reste du script est moins impactant que le tout début de la vidéo. Et donc là, tu as effectivement des mécaniques de renforcement, de confirmation par rapport au titre et à la miniature sur lesquels la personne a cliqué, qui sont généralement hyper intéressants. On peut commencer par une question pour interroger son audience. On peut commencer par une statistique. Ou on peut commencer par des accroches qui vont créer un peu de curiosité. Moi, ce que j'aime bien faire aujourd'hui, c'est générer des idées de titres. Ça, c'est quelque chose qu'on sait très 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 bien faire, nous, pour générer de la curiosité. On choisit le titre qu'on va garder, et souvent, avec un deuxième titre qui était plutôt pas mal, mais qui jouait sur une proposition de valeur un peu différente, on va l'utiliser dans l'accroche. Et donc, ça veut dire que toi, tu as cliqué sur un premier truc qui t'a intéressé, et tu t'es dit, ok, ça va être cool, ça va être intéressant. Et quand tu démarres la vidéo, on te confirme que ça va bien parler de ça, et en plus de ça, on te crée une nouvelle curiosité supplémentaire. Et là, tu es accroché en général, et tu n'as du mal à quitter la vidéo après, parce qu'on t'a redonné une raison en plus de rester. Voilà. Mais après, sur la question des scripts en eux-mêmes et du storytelling, il y a tout le concept de bombes narratives, ce qu'on appelle les bombes narratives, qui sont pas mal utilisées dans les scripts de vidéo, où en fait, l'idée, c'est généralement de passer son temps en fait, à jongler entre confirmer une idée reçue que peuvent avoir les gens, et défendre l'opposé de cette idée reçue, puis reconfirmer, puis défendre l'opposé. Et donc en fait, tu le vois dans ces scripts-là, c'est des vidéos, quand tu vas les regarder, tu vas entendre beaucoup de « Alors oui, bien sûr, beaucoup de gens vont vous dire que gna 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 gna, mais pourtant, il se passe gna 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 gna. Mais c'est pas le cas à chaque fois parce que gna 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 gna. » Et en fait, tu vois, tu as ces petits mots de liaison là qui reviennent tout le temps, les « mais », les « par contre », les « évidemment », qui vont faire un espèce de ping-pong dans le texte qui fait que ça va systématiquement relancer l'intérêt du viewer pour l'histoire en fait. Et ça, les meilleurs scriptwriters maîtrisent parfaitement cette structure-là, et donc vont venir ranger un petit peu ton texte dans ces différentes boîtes pour faire ce ping-pong, quoi. Ouais, en gros, c'est ça, tu as une structure où une partie répond à l'autre qui vient répondre à la précédente, etc. Ce qui permet d'accrocher l'attention du viewer, et c'est là qu'en fait, on va pouvoir diffuser ces messages. Et d'ailleurs, tout ça, ça amène à une autre question. On a parlé de l'accroche. Moi, il y a une autre partie qui m'intéresse beaucoup dans la prise de parole, et en particulier sur YouTube, c'est l'appel à l'action. En gros, donc là, on a une action une introduction qui est percutante. On a accroché l'attention. On a réussi à maintenir cette attention par ce jeu de réponses entre les différentes parties. Et on arrive à la fin de notre vidéo avec généralement un appel à l'action. L'appel à l'action, c'est pas toujours évident, je trouve, parce qu'on ne sait pas forcément quoi demander, sur YouTube comme ailleurs.
Et donc, toi, comment est-ce que tu prépares cet appel à l'action? Mettons que j'ai une formation à vendre, ou que je veuille que les gens aillent voir une autre vidéo, ou qu'ils fassent appel à mes services, ou quoi que ce soit. Comment est-ce que tu amènerais ça dans une vidéo? C'est très variable, parce que ça dépend de la vidéo, ça dépend du type d'appel à l'action qu'on veut faire. Déjà, effectivement, il faut toujours en faire au moins un d'appel à l'action. On a la chance d'avoir l'attention de quelqu'un pendant un certain temps, donc autant essayer de l'amener quelque part. Pour les algorithmes de YouTube, l'idéal, c'est d'amener les gens vers une autre vidéo. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à cette personne d'avoir dans son historique de visionnage plusieurs de tes vidéos. Et donc l'algo ensuite va comprendre que cette personne apprécie tes contenus et va lui en recommander encore d'autres. Et c'est généralement en regardant plusieurs vidéos qu'on arrive à comprendre ce qu'apporte le YouTuber dans ses contenus de manière globale. Et en fait, on arrive à se détacher des sujets individuels des vidéos pour comprendre la globalité de la chaîne, et c'est là qu'on a envie de s'abonner. Donc c'est pour ça que l'appel à l'action vers une autre vidéo, c'est ce qu'il y a de plus évident, et c'est ce que je recommande de faire quasiment à la fin de chaque vidéo. Maintenant, pour les appels à l'action vers une formation, un service, ce que vous voulez, il y a plusieurs façons de faire. Soit c'est une vidéo vente, c'est-à-dire que c'est une vidéo dont le seul objectif, c'est que les gens, à la fin, laissent un email, téléchargent un truc, prennent une prestation. Dans ce cas-là, effectivement, on va le mettre plutôt à la fin. Une fois qu'on a délivré pas mal de valeur et à la fin on dit si tu veux 10 fois plus de valeur que ça, j'ai un truc à 50 balles, à 200 balles, à 2000 balles comme tu veux. Soit si c'est quelque chose qu'on veut mettre de façon récurrente dans tous ces contenus, par exemple quand on va faire des vidéos qui ont pour but de devenir totalement virales, des vidéos découvertes qui ont parlé à un grand public, c'est pas toujours évident de reboucler avec ces services derrière. Dans ce cas-là, moi ce que je propose c'est plutôt de faire une sorte de petit pitch et on le met à ce moment-là en plein milieu de la vidéo. Au moment où tu as déjà donné pas mal de valeur, et où tu sais que les gens vont rester pour d'autres raisons derrière, tu dois bien préparer ton pitch, un bon petit 15 secondes, où tu te dis vraiment tomber comme un cheveu sur la soupe. Je prends juste 10 secondes pour vous dire que moi je suis Jean-Corentin Poisson, j'accompagne les gens dans la prise de parole. Si vous voulez que je vous coach, vous avez un lien dans la description. Et tu reprends. Et donc c'est vraiment comme ça. Et ça, quand on le fait en plein milieu des vidéos, il n'y a pas de perte d'audience. Et donc pour l'algo de YouTube, c'est tranquille. L'endroit où il faut surtout éviter de le faire, c'est au début de la vidéo. On met plus de générique de nos jours, on se présente plus, on va pas pitcher ses services au début de la vidéo, ça arrive plus tard une fois qu'on a déjà délivré de la valeur. Ok, top. Et alors justement, ce que tu disais sur le fait de faire cet appel à l'action au milieu, il y en a un, je trouve qu'il fait super bien, c'est Shubham Sharma. Je regarde beaucoup ses vidéos. Ouais. Et c'est toi qui lui avais conseillé de faire ça ? Possiblement, c'est possible. Je me souviens plus de tout ce que je lui avais dit quand on avait fait son audit, mais je me souviens que le rendu de l'audit avait duré plus de 4 heures avec lui, donc on avait dit beaucoup de choses. Okay. Mais oui, c'est possible. Après, Shubham, il est assez malin et il expérimente énormément de choses, donc il se peut que ce soit aussi quelque chose qu'il ait expérimenté par lui-même et qu'il se soit rendu compte que ça marchait bien. Ok, super intéressant. Et justement, parler de Shubham, ça peut être intéressant peut-être que tu nous parles de peut-être 1, 2 ou 3 exemples de personnes que tu as accompagnées, peut-être pour nous faire comprendre un peu mieux la façon dont tu travailles, dont tu accompagnes les créateurs. Est-ce que tu as des exemples, des trucs un peu marquants de clients que tu aurais accompagnés ? Oui, alors différentes façons dont on accompagne les créateurs. Il y a effectivement le cas Shubham. Donc Shubham, c'est quelqu'un qui est un vrai créateur de contenu YouTube. Il s'éclate là-dedans. Il sait bien faire, il sait créer de la viralité par lui-même, etc. Donc il m'avait contacté pour avoir un point de vue extérieur de quelqu'un qui a une expertise plus globale que sa thématique et que sa chaîne. Donc il voulait avoir quelqu'un qui lui donne un petit peu un point de vue avec de la hauteur sur sa chaîne pour savoir comment s'améliorer et comment produire mieux ses vidéos. Donc c'était un one-shot avec Shubham. Avec quelqu'un comme Yann, par exemple, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que Yann, lui aussi, c'est parfaitement... créer des bons titres, des bonnes miniatures, des bons angles, des bonnes accroches, etc. Je précise juste, il sait que c'est... Je précise juste, c'est Yann Leonardi, pour ceux qui ah oui, pardon. Mais par contre, il sait que c'est usant mentalement, si tu veux. Ça t'épuise, et lui, s'il le faisait tout seul, ça lui prendrait 3 ou 4 heures. Et donc, en fait, il fait appel à nous pour que nous, on l'aide dans une phase de brainstorming, à les identifier beaucoup plus vite et surtout avec beaucoup moins de fatigue mentale derrière. Et donc en fait, on est ses assistants en quelque sorte, et on l'aide à rebondir pour trouver les angles parfaits des vidéos, rédiger les bonnes accroches et aider à trouver les sujets qui vont générer de la viralité derrière. Donc en fait, il pourrait tout à fait bosser aussi bien tout seul, mais ça lui prendrait 4 ou 5 fois plus de temps qu'avec nous. Donc c'est pour ça que du coup, pour lui, on est rentable. Et après, là par exemple en ce moment,
On a un client qui a des vidéos qui explosent littéralement, qui est un comptable. Il gère un cabinet comptable. Sa chaîne s'appelle Bienvenue au cabinet. Et en fait, il va traiter des sujets assez mainstream, notamment des sujets autour de youtubeurs ou autour de footballeurs, enfin voilà, de personnalités. Toujours sous l'angle de la comptabilité et donc comment les informations comptables de leur société racontent l'histoire de leur entreprise, de leur vie, etc. Et c'est passionnant en fait. Et ce qui est génial, c'est que tu vois qu'il peut attirer une audience hyper large et notamment pas mal de jeunes. Il y a plein de jeunes qui dévorent ces vidéos et qui à la fin disent mais j'avais jamais vu la comptabilité ce jour-là, ça a l'air cool, limite ça provoque des vocations quoi. Et là il a fait par exemple tout récemment une vidéo sur vodka et on va dire les catastrophes en chaîne qu'a eu l'entreprise de vodka, J'ai vu qui passer. est un vieux youtubeur. Sa vidéo est déjà à plus de 350 000 vues, je crois, Ouais, j'ai vu passer. en même pas une semaine. Et pour vous donner un peu une idée de là où nous on peut apporter de la valeur aussi sur ce type de client, la vidéo précédente de celle-là, c'est une vidéo qui explique. En gros, lui, il m'avait dit ça va être une vidéo. Elle va être toute basique, ça va toucher juste mon cœur de communauté, les 4-5 000 personnes qui regardent toutes mes vidéos, parce que c'est une vidéo sur la mise à jour des déclarations d'impôts en 2024. Je lui ai dit, attends, il y a sûrement moyen de trouver un angle, un truc qui peut intéresser une audience plus large. Donc on a creusé un petit peu dans cette petite session, je lui ai demandé qu'est-ce qui était intéressant dans cette nouvelle mise à jour, je lui ai demandé pourquoi c'était important de faire cette mise à jour pour les Français et tout ça, et je lui ai dit, en fait, ton intérêt avec cette vidéo, c'est d'aller toucher un public super large, parce que ton cœur de communauté, probablement qu'ils n'ont pas besoin de cette vidéo, parce qu'ils connaissent déjà ces sujets-là, ils sont déjà sensibilisés. Et donc on a été chercher, en gros on a décidé de jouer sur le départ d'Mbappé, en se disant combien le départ d'Mbappé va coûter à la France. Parce que comme il va partir probablement en Espagne ou dans un autre pays, il ne paiera plus ses impôts en France, et donc c'est le moment de s'intéresser sur la déclaration d'impôt d'Mbappé, combien il paye au global, combien il aurait payé s'il était resté 10 ans de plus en France, et donc combien la France perd avec son départ. Et du coup, tu te doutes bien que c'est un sujet qui est beaucoup plus large, qui attire beaucoup plus de gens, et donc juste d'avoir trouvé cet angle, ça a fait que pour sa chaîne, plutôt qu'une vidéo qui allait faire 4 ou 5 000 vues, là aujourd'hui elle est à 120 000 et elle continue de bien grimper. Et je suis trop content pour Jérôme parce qu'il met lui énormément de cœur aussi dans ses vidéos. Et donc voilà, nous on vient apporter du soutien et de l'aide pour que des créateurs qui bossent énormément leur contenu et qui ont des choses super intéressantes à raconter puissent avoir de la viralité et que surtout ça les encourage à continuer à créer des bons contenus sur YouTube, parce que le but de tout ça c'est qu'on ait une belle plateforme avec des beaux créateurs qui font des bons contenus, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est génial parce qu'effectivement on a toujours en tête les énormes créateurs, ceux que tout le monde connaît ou en tout cas que beaucoup de personnes connaissent. Et j'avoue qu'en fait, le comptable, ça me parlait pas, mais en fait, si, j'ai vu passer la vidéo. Alors, je l'ai pas encore regardé, mais je l'ai mise dans la vidéo à regarder. Et je sais pas du tout que c'était un comptable qui faisait ça. Et en gros, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de rajouter tout simplement du storytelling sur quelque chose qui peut paraître un peu lourd ou un peu pesant pour le grand public. Ouais, en fait, tout se joue sur ce qu'on appelle l'angle ou le prisme. Et c'est vraiment cette différence entre je veux parler de la déclaration d'impôt et combien le départ d'Mbappé va coûter à la France. En fait, et même si dans la vidéo c'est exactement la même chose, les seules choses qui vont changer, c'est le titre, la miniature et la petite transition du début, on va dire les premières 30 secondes ou premières minutes, dans lesquelles on va amener les gens qui étaient venus en s'intéressant à Mbappé à s'intéresser à la partie de la déclaration d'impôt, quoi, en fait. Oui. Et donc, en fait, c'est vraiment ce package-là du début de la vidéo, du titre de la vidéo et du choix de l'angle et du choix du sujet qui vont déterminer tout le reste. Mais en fait, finalement, sur le plan de la vidéo en tant que tel, ça n'a pas eu tant d'impact que ça, en fait, de changer cet angle-là. C'est vraiment, on peut amener les gens où on veut dans les contenus, à partir du moment où on leur donne une bonne raison, une bonne motivation à les regarder, en fait. Et c'est ça qui est passionnant, en fait, parce que du coup, tu peux intéresser les gens à tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est le propre de la vulgarisation. On travaille un petit peu avec Viviane de la chaîne Syllabus, qui fait la vulgarisation scientifique, qui est pour moi un exemple de créatrice qui arrive à trouver des super angles pour nous intéresser à des sujets apparemment pas très intéressants. Et parce qu'en fait, quand on fait de la vulgarisation, c'est le but. Quand on fait de la vulgarisation scientifique, on ne veut pas parler évidemment qu'à des gens qui sont déjà passionnés de science. On veut au contraire intéresser les gens qui ne sont pas intéressés par la science de base à la science. Donc on n'a pas le choix que de trouver
ces vecteurs, on va dire, pour les amener d'un truc qui leur parle et qu'ils connaissent à un sujet sur lequel auquel ils se seraient pas intéressés de base, quoi. Et c'est cette mécanique-là que je trouve hyper intéressante sur YouTube et qui est propre, en fait, finalement, au contenu long un peu scripté, en fait. Et que tu peux pas trop avoir sur un live Twitch, ou tu peux pas trop avoir sur un TikTok, par exemple, parce que t'as pas le temps d'amener les gens vers ta thématique, quoi. Ouais. Et alors, là, il y a deux questions qui me viennent en tête, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, mais je vais rester sur une première question, c'est que, justement, sur ce cas de la vidéo sur Mbappé, sur les déclarations d'impôts, etc., finalement, pour moi, il peut peut-être y avoir un risque de déception, c'est-à-dire que les gens vont cliquer, regarder l'intro et très vite se rendre compte que c'est pas forcément le sujet pour lequel ils ont cliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce cas-là de baisser le reach, enfin pas le reach, mais le watch time de la vidéo ? Alors, on constate que ce risque, il est assez faible, en fait, en vrai. Alors, il faut comprendre que l'algo de YouTube va, en gros, regarder 3 critères pour savoir si une vidéo va être mise en avant. Le taux de clic sur le titre et la miniature. Donc là, quand on trouve un bon angle, on fait grimper le taux de clic assez fort, et surtout quand on a un bon titre et une bonne miniature avec. La rétention de la vidéo, donc le pourcentage du temps pendant lequel les gens restent sur la vidéo. Donc c'est ça qui peut être impacté, effectivement, par le côté un peu déceptif. Et puis le choix du sujet. Donc là, le choix du sujet et le taux de clic, on les a gardés. Il reste que la partie rétention. Et en fait, la rétention, on constate qu'en fait, c'est assez rare qu'il y ait des énormes écarts de rétention entre les audiences. Et c'est le jeu de YouTube, en fait, de pouvoir un tout petit peu pousser. Alors, on ne parle pas d'aller faire du mensonger. C'est vraiment pas l'idée. Et ce serait une très mauvaise idée de dire combien la France va perdre avec le départ d'Mbappé et commencer sa vidéo en disant ça, c'est la nouvelle déclaration de revenus. Je vais vous expliquer ligne par ligne comment ça marche. Ça, oui. Évidemment que les gens vont partir. Donc, là, il faut pour moi, c'est vraiment... c'est comme quand tu parles avec un pote, en fait, comme quand tu parles avec un ami. Si demain tu parles d'Mbappé avec un de tes amis et qu'à un moment vous mettez à parler de son argent, lui, dans sa discussion, naturellement, il va aller dire à son pote mais je sais pas si tu es au courant, mais Mbappé, il paye... en tout cas, son salaire nous paye, je sais pas, 10 millions d'euros par an ou 20 millions d'euros par an. Et ça va dans les caisses de l'État et c'est autant que les taxes sur je sais pas quoi, tu vois. Oui. Et l'autre, ah bon, non, je savais pas. Si, et puis regarde, toi, sur ta déclaration d'impôt. En fait, c'est un déroulé naturel d'une conversation que tu pourrais avoir avec un ami qui ferait que ton ami finirait par s'intéresser à ton sujet, à toi, en fait, oui. À ta passion. Pour lesquels tu as pris un vecteur grand public pour l'y intéresser. Donc si c'est fait correctement, les courbes de rétention, elles restent très très bonnes. Et là, lui, c'est le cas, hein, sur sa vidéo, il a des super rétentions. Donc voilà. Mais c'est là où la qualité du contenu derrière est importante. C'est-à-dire que c'est pas un hack magique de prendre un sujet grand public avec un bon angle et ensuite de brutalement faire la transition. Et on a un certain nombre de clients, là par exemple en ce moment on bosse pour un média, et le média justement il a des interviews avec plusieurs sections dans l'interview. La première section a des très très bonnes rétentions, mais ensuite souvent il y a une chute avant l'interview plus classique en fait. Oui. Et on va les aider nous à assouplir cette transition entre le premier format et le deuxième format, pour que justement ils perdent moins d'audience entre les deux. Donc c'est des choses qui peuvent se travailler évidemment, quoi. Oui. Et alors, justement, c'est parfait parce que ça reboucle sur la deuxième question que je voulais te poser. C'est par rapport à l'arrivée de TikTok, du format vertical en général. Alors, je vais pas te faire passer pour un vieux de la vieille, hein, mais t'étais sur YouTube avant qu'il y ait tout ça qui arrive. Et est-ce que tu as vu justement une évolution de l'attention, du fonctionnement de l'attention sur les vidéos ? Parce qu'on s'est habitué, en tout cas pour beaucoup, à des formats très courts. Est-ce que ça nécessite d'adapter la façon dont on conçoit nos vidéos pour s'adapter à cette évolution de l'attention quand on fait des vidéos longues ? Oui et non. Oui sur les accroches de vidéos. C'est-à-dire que il y a 2-3 ans, je t'aurais dit, on peut faire, je le disais d'ailleurs, on peut faire des intros de 20 à 30 secondes, présentez-vous mais faites-le vite. Là où aujourd'hui on dirait non. Rentre direct dans le vif du sujet, ou bien donne des raisons supplémentaires de regarder la vidéo. Parce qu'on est habitué à ce que les premières secondes, tout de suite, nous donnent quelque chose. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand tu regardes, des fois tu prends le train, tu vois
un ado à côté de toi, et tu vois à quelle vitesse il va swiper, passer d'un truc à l'autre, même sur des stories Instagram, etc. Tac, 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 c'est impressionnant. Et donc sur YouTube, il y a forcément un peu de ça. Il y a forcément un côté un peu zapping qui arrive. Même si c'est quand même moins zapping qu'un réseau social qui marche en flux, parce que YouTube, en fait, YouTube, dans le fonctionnement, est plus proche de Netflix que d'Instagram. Instagram, on swipe, à un moment on s'arrête quand ça nous intéresse. YouTube, c'est comme Netflix, on a une sélection qui nous est proposée et on clique délibérément sur ce qu'on a envie de regarder. Donc généralement on laisse un petit peu plus d'attention quand même au programme qu'on vient de choisir plutôt qu'à un truc sur lequel on a zappé. Oui. Donc ça c'était le côté oui quand même, il faut maintenant rentrer beaucoup plus vite et convaincre très très rapidement. Maintenant, YouTube ne se consomme pas, je parle de YouTube pour les vidéos horizontales longues, ne se consomme pas de la même manière que des Reels ou TikTok. Les Reels, TikTok, on va les consommer soit à un moment où on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête, on s'ennuie, on veut se divertir le cerveau, soit dans un moment où on a peu de temps. 5 minutes, on attend le bus, voilà, on va aller sur TikTok. YouTube, et c'est de plus en plus le cas, souvent on se pose devant YouTube. On décide d'y consacrer un temps, exactement comme Netflix. On va se dire, tiens, ce soir on se fait une soirée Netflix. Il y en a d'autres qui disent, ce soir on se fait une soirée YouTube. Oui. Et on a mis de côté la vidéo d'1h30 du youtubeur qu'on adore, parce qu'on sait qu'il va nous faire rêver et nous bluffer avec son super texte. Et donc, c'est paradoxalement, en fait, avec l'arrivée de TikTok, des shorts et tout ça, on a aussi on voit la poussée de contenu de plus en plus long. Et donc, c'est pas rare maintenant d'avoir des vidéos de 45 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures, qui performent très très bien sur YouTube parce que les gens regardent plus ça. Et d'ailleurs, le support de visionnage qui grandit le plus sur YouTube ces dernières années, c'est la télé. Il y a de plus en plus de gens qui regardent YouTube sur leur télévision connectée ou sur leur vidéoprojecteur. Consommation canapé, quoi. Oui. Et alors, justement, cette évolution finalement qui pousse au contraire à du contenu plus long, pour moi j'y vois aussi une opportunité pour la prise de parole classique. C'est-à-dire qu'avant on avait quelques politiques qui se mettaient au format vertical. Pendant un moment je crois qu'il y avait Jean-Luc Mélenchon qui avait une chaîne YouTube qui l'alimentait beaucoup. Je crois qu'il l'a un peu mise de côté, ou en tout cas on la voit plus trop. Enfin, en tout cas moi je la vois plus trop. Mais est-ce que tu penses qu'il y a moyen de développer alors je vais pas forcément dire un mouvement politique, mais en tout cas de développer des chaînes qui soient pas forcément sur de l'apport de valeur, qui soient pas forcément sur du divertissement, mais vraiment plus sur de la conviction. Déjà peut-être que tu as des exemples, je sais pas du tout, de chaînes qui essayent de faire ça et qui sont en train de monter. Alors je suis effectivement convaincu que oui, c'est le cas, et convaincu que beaucoup de personnalités politiques d'ailleurs manquent cette opportunité, parce que c'est la plateforme pour driver une communauté de gens qui partagent vos valeurs, en fait. Donc effectivement, après, en fait, pour moi, c'est présent dans quasiment tous les contenus, en fait, cette partie conviction. C'est-à-dire que même si tu fais du contenu éducatif, tu as généralement une vision particulière de la façon dont tu abordes cette thématique. Quand je parle de photographie sur ma chaîne photo, j'en parle avec un prisme particulier, avec mon angle, avec mes valeurs, avec les trucs auxquels je crois pas, les trucs que je trouve bullshit, les trucs que je trouve très bien. Et donc finalement, ça permet à ma communauté de soit se reconnaître, soit ne pas du tout se reconnaître là-dedans. Et c'est ça qui soude en fait les communautés, c'est quand on a des croyances communes finalement, c'est quand on partage des croyances communes. Oui. Et donc oui, il y a des chaînes, notamment par exemple toutes les chaînes de lifestyle, de vlog, une Léna Situation par exemple, elle est beaucoup plus suivie pour ses convictions finalement, pour sa façon de voir le monde, que par finalement ce qu'elle fait au quotidien. Tu vois. Oui. Donc il y en a plein, il y a plein d'exemples comme ça. Et finalement, les quelques contre-exemples qu'on peut avoir, pour moi, sont les très grosses chaînes divertissement qui sont tellement parties du côté quasiment télévisuel de la production vidéo que finalement, ils s'effacent un peu derrière. Donc on va avoir... on a des formats qui ressemblent un peu à des JT avec un Hugo Décrypte, des jeux télévisés avec qui est l'imposteur de Squeezie, etc. Et donc finalement, c'est des formats dans lesquels le créateur de contenu, il est un peu effacé derrière son format, en fait. Oui. Et c'est là où on a un petit peu moins de conviction, mais en même temps, si tu veux devenir ultra mainstream, il n'y a pas trop le choix à un moment que justement de mettre ses convictions de côté, parce que sinon tu n'arriveras pas à convaincre plus que 4 ou 5 millions de personnes. Et si tu veux passer à 10, 20 ou 30 millions, il faut que ce soit ton format qui prime sur ta personne finalement. Ok, donc j'y penserai. Quand j'ai passé les 5 millions, il faut que je passe à du mainstream.
Voilà, c'est ça. On va rendre tous 5 millions alors. Ce que je te propose là maintenant, c'est de passer à un petit exercice, question de rapidité. Ceux qui suivent ce format le connaissent déjà. Je vais te poser des questions pendant 1 minute, et l'idée, donc c'est des questions à réponse courte. L'idée, c'est que tu répondes à un maximum de ces questions pendant 7 minutes. Il y a un record à battre ou Alors, il faut que je fasse les comptes. Je crois que Stéphanie Delestre avait dépassé les 12 ou 15 questions, je sais plus, mais je commençais à paniquer parce que j'arrivais au bout de ma liste et j'avais plus de questions à lui poser. Ah ok, donc le challenge c'est d'épuiser la liste de Jean-Corentin, ça marche. Exactement. Est-ce que tu es prêt ? Oui. C'est parti. Le youtubeur qui t'inspire le plus ? Marques Brownlee. Ton orateur préféré ? Mon orateur préféré ? J'ai pas d'orateur préféré moi. Quelle question. Ça peut être sur YouTube. Mon orateur préféré, allez, je vais le dire parce que ça me vient comme ça, Ego. Le métier que tu aurais aimé faire ? Il y en a beaucoup. Ah la vache, ouais, je vais jamais tenir les 12 questions là. Elles sont dures tes questions. Le métier que j'aurais aimé faire, il y a eu facteur, pêcheur à la ligne professionnel, maître d'école, mais il y a eu beaucoup de trucs quand même autour de l'enseignement. Voilà, maître d'école et tout ça, et du coup je pense que c'est vraiment ça que je retrouve dans YouTube aujourd'hui, c'est le côté transmission. Ça marche. Le pire conseil qu'on t'ait donné ? Tout truc confondu ou juste YouTube ? Tout truc confondu. Oh, le pire conseil qu'on m'ait donné. Oh, mais c'est vachement dur. Tac, on est au bout de la minute. Ah tiens, c'est pas évident. Je pensais que c'était des oui, non, tu vois. non, le non. pire conseil. Bah, je vais essayer de trouver une réponse quand même à celle-là. A few moments later. Ouais. Je pense que le pire conseil sur l'entrepreneuriat, c'était d'essayer d'avancer tout seul. Et en gros, le modèle solo, tu développes toute ton activité tout seul. Ça, c'était le pire conseil parce que, en tout cas, pour moi, j'ai besoin de stimulation et de partager l'aventure entrepreneuriale avec des personnes. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et le jour où je l'ai compris, ça a débloqué tout, y compris le plaisir, y compris la croissance de la boîte, etc. Mais le plaisir avant tout. C'était énorme. Ouais, ça rejoint un peu un truc que j'ai fait. En fait, moi, je me suis lancé comme formateur. Et dans les semaines / mois qui ont suivi, j'ai lancé une asso qui s'appelle l'AFPAO, l'association des formateurs professionnels en art oratoire, et où on est maintenant plus de 80 formateurs. L'idée, c'était un peu ça, c'est qu'on est tous dans des métiers un peu solitaires, et de créer un truc dans lequel on puisse échanger sur nos pratiques, se filer des coups de main, des conseils, etc. Et j'avoue que là, pour le coup, je rejoins totalement ce que tu dis. C'est beaucoup plus dur quand on est seul. Et quand tu dis ça, tu veux dire avoir des associés ou des personnes avec qui échanger, avec qui travailler ? Des personnes avec qui échanger et travailler, mais dans la perspective que ça devienne soit des associés, soit des salariés, enfin quand même qu'il y a un côté, on est dans le même bateau ensemble. C'est-à-dire que le modèle, je travaille avec des freelances, c'est sympa, ça permet déjà de ne pas être tout seul, parce que quand on est créateur de contenu YouTube, bah, en fait, par défaut, on est tout seul dans notre studio face à une caméra, hein, donc c'est quand même ultra solitaire comme métier, et c'est pas parce que tu as un monteur avec qui tu t'entends bien que ça suffit, en fait. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir d'autres personnes sur lesquelles tu peux rebondir sur les choix des sujets, sur tout ce que tu veux faire, ou développer ton entreprise derrière. Et du coup, pour moi, il n'y a pas tellement de choix que d'avoir quelqu'un avec qui tu projettes peut-être un jour de t'associer ou que tu projettes de recruter. Donc, c'est comme ça que je le vois. Ok, excellent. Oui, parce que tu travailles avec beaucoup de personnes, il y a quelques-uns que je connais. Hein, donc, il y a Mathieu Germer avec qui tu travailles. Je crois que tu travailles aussi avec Laura Demerlet, Blas Clavello. Il y a pas mal de monde autour de toi. Finalement, il y a combien de personnes dans les équipes ? Que ce soit en freelance ou en interne ? Alors, aujourd'hui, on est 3 en interne à temps plein et on a une dizaine de freelances qui sont vraiment actifs toutes les semaines, on va dire, pour nos clients, à différentes échelles. Et puis ensuite, dans le cercle un petit peu élargi, on peut rajouter une vingtaine de personnes, effectivement. Ouais. Ah ouais, donc effectivement, là, pour le coup, on peut dire que t'es plus tout seul, ouais. Ouais. Mais c'est les trois avec lesquels je suis au quotidien qui sont les plus importants et de loin. Et puis, on va dire tout récemment, les 4 freelances que j'ai formés à faire la stratégie de contenu, donc des stratégistes, qui sont à la fois des créateurs de contenu YouTube, donc c'est que des créateurs qui ont réussi à sortir soit des chaînes à plus de 100 000 abonnés, soit des vidéos à plus de 100 000 vues. Donc c'est des gens qui ont de la bouteille sur YouTube. Et du coup, de les intégrer vraiment dans l'équipe et de concevoir des stratégies de contenu pour des clients avec eux,
Ça, c'est vraiment génial. J'adore. Et surtout, je découvre des gens qui sont meilleurs que moi sur plein d'aspects. Et du coup, c'est ultra intéressant parce que je vois qu'on a tous notre petite spécialité. Et je t'avoue que maintenant, aujourd'hui, je prends un malin plaisir à me dire, OK, alors tel client qui arrive, qui a besoin d'un audit sur sa chaîne, alors il est comme ci, comme ci, comme ça. Marianne, ça va être la bonne personne pour lui. Tu vois, je fais du matchmaking, en fait, de stratégiste avec des créateurs et j'adore faire ça. Et c'est super intéressant, je trouve, de bosser comme ça, parce que, comme tu le dis, hein, ça permet d'avoir le bon spécialiste avec la bonne personne. C'est un truc auquel je suis en train de réfléchir un peu en ce moment dans mon domaine. Et je trouve ça super intéressant, parce que quand on me demande une analyse sur un domaine où t'es pas forcément le meilleur, moi j'ai toujours du mal à prendre ce genre de client. Alors que je sais que si j'ai quelqu'un en interne ou avec qui je travaille, vers qui je peux le renvoyer, bah c'est un client qui va être satisfait, moi je vais être content, enfin tout le monde va être content in fine, quoi. Le jour où tu te rends compte que pour un job que tu fais depuis très longtemps, je reviens là-dessus, mais des audits de chaîne YouTube, j'en avais fait plus d'100 avant de commencer à former des nouvelles personnes. Donc ce job où tu as l'impression que tu l'as fait pour toi et que tu es le seul à savoir le faire, quand tu formes quelqu'un, et le jour où tu te rends compte que cette personne, elle a délivré quelque chose de meilleur que ce que tu aurais fait toi-même, c'est magique. C'est magique, en fait. Tu te dis, ah, mais en fait, c'est incroyable. Voilà. Et donc cette sensation-là, je pense, est un driver de beaucoup de personnes qui montent une entreprise et qui ensuite ont envie de recruter des personnes et envie de faire les choses bien, en tout cas recruter des personnes meilleures qu'elles. Parce que c'est une satisfaction assez incroyable de voir que tu arrives à un petit peu, juste en les poussant un tout petit peu, à élever des personnes et après à te rendre compte qu'elles peuvent te dépasser, quoi. Ouais, et ça je pense que c'est un gros enjeu du management. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais qu'en gros il fallait toujours chercher à recruter des gens qui soient meilleurs que soi, et pas avoir peur qu'ils nous dépassent, pas avoir peur qu'ils prennent notre place ou quoi, parce que finalement c'est la seule façon, c'est de monter avec eux en prenant des gens qui vont être meilleurs. Il y a une question que je t'ai pas posée parce que t'es pas allé assez vite. C'est la meilleure vidéo que t'aies vue sur YouTube. Je sais pas si on a une ou pas que t'as en tête, sinon c'est pas grave, mais est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a marqué parce que ultra bien construite ou bien montée ou peut-être tout ensemble? Au-delà de celle que t'as faite sur Villebrequin qui est honnêtement une masterclass. Donc c'est une vidéo de la chaîne Veritasium qui s'appelle Clickbait is unreasonably effective. Et dans cette vidéo, ce qui est assez génial, donc Veritasium, c'est une chaîne qui a plusieurs millions d'abonnés, qui a des gros budgets de production, etc. Et on le voit sur la miniature déjà, qu'il est devant un écran à projeter vidéoprojecteur. Il est sur un escabeau, et à côté, il a un graphe, et il va pointer du doigt son graphe. Mais pointer du doigt littéralement. Et ce que je trouve ultra intéressant, c'est que déjà, alors la mécanique de titre et de miniature est juste géniale, parce que donc clickbait, c'est on va traduire un peu en français, mais le piège à clic, le truc qui fait qu'on va pousser un petit peu loin la curiosité pour donner envie aux gens de cliquer sur une vidéo ou une miniature. On appelle ça le clickbait en anglais. Pourquoi c'est unreasonably effective? Et tout est dans le unreasonably, c'est-à-dire que c'est trop efficace, c'est too much, il y a un problème en fait. Ce qui explique avec ce petit mot-là, c'est qu'il y a un problème avec le côté clickbait. Et dans cette vidéo, en fait, cette vidéo elle est toute en nuances, où il explique qu'en gros, il y a un degré où ça devient mensonger, en dessous, il y a un degré où c'est standard et donc inintéressant, et il faut aller pousser dans la zone à la limite du mensonger, mais pas trop. Enfin, tu vois, il y a une petite zone dans laquelle il faut essayer de se trouver, et les meilleurs media makers arrivent à aller dans cette zone-là sur leur titre et leur miniature. Et ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant, surtout dans cette vidéo-là, c'est dans son setup. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu faire appel à un infographiste qui lui aurait fait des super animations, il aurait très bien pu se mettre dans un bureau ou un studio comme j'ai là et faire un truc très propre. Et il a décidé, parce qu'il y a un petit côté un peu amateur provoqué, si tu veux, qui marche très bien sur YouTube, de vraiment mettre un vidéoprojecteur. Il a son ombre portée absolument dégueulasse derrière sur le mur, il est sur un escabeau, et il hurle dans sa pièce en disant « Alors voilà, ça c'est une courbe de visionnage, ça c'est le jour où j'ai changé ma miniature, voilà ce qui s'est passé ». Et ce côté un peu amateur le rend hyper sympathique. Et enfin voilà, tu vois, sur cette vidéo-là, en fait, c'est vraiment un condensé en dehors du sujet, de ce qu'il faut faire sur comment on trouve un bon angle, un bon titre, une bonne miniature. Et ce qui est important dans une vidéo, c'est-à-dire l'authenticité, le côté un peu fun, et parfois se prendre le chou pour pouvoir faire un truc qui a l'air plus amateur que ce qu'on aurait pu faire autrement. Donc c'est contre-intuitif, mais ça marche vraiment bien. Et voilà, pour moi, Veritasium vraiment exprime tout ça parfaitement bien dans cette vidéo-là. Donc je vous incite à aller la voir, elle est vraiment, vraiment chouette.
Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un YouTuber, donc Marques Brownlee. J'avoue que je ne le connais pas. Qu'est-ce qui t'inspire particulièrement chez lui ? Est-ce qu'il y a une façon de créer ou de concevoir ses vidéos, peut-être ? Ouais, alors c'est ni plus ni moins que le plus gros YouTuber tech du monde. C'est un Américain qui est extrêmement calme dans ses vidéos. On est quasiment à l'extrême opposé d'un MrBeast qui lui va mettre beaucoup d'editing dans ses vidéos. Lui, c'est très propre, très léger, ce qui marche bien d'ailleurs avec de la tech, hein, quand tu fais des reviews de smartphones, etc. Tu vois, ça doit être propre, ça doit être lisse, etc. Et ses textes sont super bien écrits. Ça donne pas l'impression que c'est écrit. Tu vois, il y a un petit côté Steve Jobs, quand Steve Jobs faisait une conférence, tu avais l'impression que tout était fluide et ça sortait de son cerveau comme ça instantanément, alors qu'il avait répété 1000 fois devant le miroir avant pour être sûr que ce soit naturel, quoi. Il y a un petit côté comme ça. Et surtout, il y a toujours des petits twists dans ce qu'il nous dit, des petites choses qui le rendent vraiment plus humain que n'importe quel reviewer tech, en fait. Et surtout, il est très calme, il parle quasiment tout bas, c'est super détente, et c'est le meilleur contenu tech que tu puisses trouver sur la plateforme. Donc ça, c'est déjà sur le contenu, c'est super intéressant, et ça montre qu'on n'est pas obligé de hurler dans tous les sens et de mettre des explosions pour que ça marche. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est la personne qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans le côté star system. Il a l'air d'avoir une vie relativement équilibrée. Il joue dans un club d'Ultimate. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'Ultimate. Ouais, très bien. Le frisbee. Le sport où tu te lances un frisbee, ouais. Là, tu vois. Je fais ça à niveau à niveau semi-pro, en dehors de sa vie de youtubeur à plusieurs dizaines de millions d'abonnés, tu vois. Okay. Et je sais pas, je trouve ça hyper inspirant et hyper. Ça donne un exemple sympa à viser plutôt qu'un MrBeast où ça paraît irréalisable et on n'a peut-être pas envie d'avoir ce type de personnalité-là. Ou de personnes qui vont te parler que de thunes tous les jours. Là, tu as vraiment un modèle qui a l'air plutôt sain, en fait, d'un créateur de contenu qui a l'air d'avoir une vie saine et ça fait plaisir, quoi. Top. Avant qu'on passe à une autre séquence de ce podcast, est-ce que tu pourrais nous donner une liste d'outils ou de choses comme ça que tu utilises ? Je pense par exemple à un ChatGPT, je ne sais pas si tu utilises, ou des outils de création dont tu te sers le plus pour créer tes vidéos et pour accompagner tes clients ? Ouais, alors nous on a un outil qu'on utilise beaucoup, c'est monday.com qui est en fait un système de gestion de projet et que nous on utilise. On a créé des tableaux spéciaux pour pouvoir suivre toutes les productions vidéo en parallèle. Donc évidemment, comme nous on a beaucoup de clients, c'est pratique d'avoir ça pour tout le monde, mais même chaque client pour sa propre chaîne est content de voir que tiens voilà les 4 prochaines vidéos, celle-là elle en est à tel stade de production, celle-là à tel stade de production, celle-là elle est prête à être publiée, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi j'utilise beaucoup Google Sheet pour le suivi des analytics, parce qu'en fait on a des analytics qui sont très très détaillés dans YouTube, mais il y en a d'autres qui n'existent pas et que du coup j'extrais la data pour les créer. Et ces derniers mois, je me suis amusé à créer des scripts pour Google Sheet. Je sais absolument pas programmer. Et là, c'est ChatGPT du coup qui m'a aidé. Okay. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez apprendre Excel, Google Sheet, etc., ne vous payez pas une formation. Demandez à ChatGPT, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai dit, je sais qu'il existe une API YouTube qui permet de collecter telle donnée. J'ai besoin d'avoir le nombre de vues de la vidéo, tel truc, et que ça s'active quand je clique sur le bouton qui est dans la cellule machin truc. Explique-moi comment faire. Il te donne tout le script, il te dit où le mettre. Alors c'est pas parfait, après il faut affiner le truc et tout. J'ai quand même passé je crois 30 ou 40 heures en tout sur ce gros document. Okay. Mais j'aurais jamais été capable de faire ça tout seul. Et surtout j'ai pas eu besoin d'apprendre à scripter ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui je peux mettre à jour les statistiques de mes vidéos avec un clic de bouton. Et c'est génial quoi. Donc ça j'adore. Après, c'est à moitié créateur de contenu, à moitié entrepreneur, mais moi j'ai une toute petite appli que j'adore qui s'appelle Phrase Express. Phrase Express, c'est gratuit. Et en fait, c'est un truc dans lequel tu peux mettre du texte et tu associes ça à un raccourci clavier. Donc par exemple, si je mets hashtag Sirette, ça remet mon numéro de Sirette. Si je mets hashtag LCDY, ça met l'URL de ma chaîne du coin des youtubeurs. Oui. Et tu peux le faire pour des emails. Quand je veux envoyer un mail à ma comptable, je fais hashtag mail compta et j'ai l'email de base de ma comptable, j'ai juste à remplacer le mois et le dossier Drive et c'est bon. Et en fait, j'utilise pour tout ce truc et c'est absolument génial et ça m'enlève en fait, ouais, pas mal de charge mentale, quoi. Et là, je crois que Phrasebee, c'est sur Mac, ouais. Non ? Alors là, ça s'appelle Phrase Express. Donc Phrase Express, sur PC, moi. Ah, ok. Puis moi, j'utilise tu dois avoir Magical. l'équivalent sur Mac, je pense. Ouais. Non, moi, je suis sur PC et j'utilise Magical, mais qui n'est qu'une extension Chrome. Je peux pas m'en servir après à côté. Là, tu peux t'en servir à côté sur un n'importe où. Ok.
Bon bah je vais prendre ça alors. Parfait, c'est bon pour moi. Après, sinon, Google Agenda, etc. Mais c'est peut-être moins pour la partie création de contenu. Ouais. Après, pour créer du contenu en tant que tel, je t'avoue que je fais beaucoup de choses plutôt à la main. Je sais qu'il y a des extensions, si tu veux, type TubeBuddy, vidIQ, etc. Morning Fame, qui est moins connu, mais qui est encore plus extrême dans la partie recherche de mots-clés et compagnie. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace, finalement, que de faire ses propres recherches dans une fenêtre non répertoriée, dans un navigateur non connecté à son compte pour éviter d'être impacté par son propre algo. Ah oui. Mais voilà, et après sur la partie script, généralement je vais les taper dans Notion. Voilà, c'est assez classique. J'utilise de plus en plus Google Tasks. Là, j'essaie de trouver un truc avec, pour mettre ma to-do list. Ouais. Je fonctionne en to-do list, moi, beaucoup. Et finalement, Google Tasks, c'est pas mal, parce qu'en plus, c'est connecté à l'agenda. Enfin, tu auras compris, je suis très, très, très Google, hein, de toute façon. Et je suis de plus en plus aussi. Tous les outils de la suite. Et quand ça interagit entre eux, en plus, c'est assez balèze. Mais voilà, j'utilise très très peu des TubeBuddy, vidIQ, etc. Finalement, parce que je préfère avoir le contrôle finalement sur ce qu'on recherche. Alors, on a commencé à travailler un petit peu avec ChatGPT pour essayer de lui inculquer des structures de script, pour qu'il nous pose des bonnes questions, pour commencer à trouver des potentiels angles de vidéo. On l'utilise pas mal finalement sur la partie titre, génération de titres. Alors généralement, quand tu vas lui demander de générer des titres de vidéos YouTube pour un sujet particulier, tu vas avoir 20 titres nazes. Généralement, là-dedans, tu vas en trouver un ou deux où tu dis, il y a peut-être un petit truc, tu vas lui demander de reformuler cela. Et souvent, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va te trouver les mots parallèles ou les mots associés que toi, ton cerveau aurait pu trouver, mais qui t'aurait demandé pas mal d'efforts en fait pour les trouver. Là, tu les as sous les yeux. Et donc, généralement, ça te permet de dire, ok, je prends ce mot-là, je prends ce mot-là. Ah, cette mécanique, elle est intéressante, je vais la prendre aussi. Et après, tu construis ton titre à la main derrière. Et je trouve ChatGPT est absolument génial pour ça, en tant qu'assistant. Mais il faut surtout jamais lui donner le dernier mot, parce que généralement, ça va te faire un truc très banal et pas très intéressant. Ouais, moi c'est marrant, tu vois, j'ai publié un épisode du podcast hier, un épisode solo. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je lui ai demandé une vingtaine de titres et j'ai pris, comme tu le dis, une structure, un mot là, etc. Et j'avoue, j'étais assez content du résultat. C'est tout simple. Je crois que c'est influence les 5 livres à lire. Mais en fait, cette mécanique toute simple, je la chopais pas comme ça, quoi. Ouais, c'est tout bête, hein. Des fois, un titre comme ça, tu dis, bah, il est tout bête. Et toi, tu étais peut-être parti sur 5 livres importants à lire sur l'influence. Et tu dis, en fait, c'était moins efficace. Et quand tu les vois les uns à côté des autres, souvent, tu arrives à pointer du doigt, ok, ce titre-là, il va mieux marcher, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Alors, on va passer à la dernière séquence de ce podcast. C'est à ton tour de me poser les questions. Donc, je vais à nouveau mettre un chrono, parce que sinon, je ne suis pas assez le temps. Et donc, tu vas avoir 5 minutes pour me poser les questions que tu veux sur ce que tu veux, dans la mesure du raisonnable. Ok. Alors, moi, j'aimerais déjà revenir évidemment sur ta carrière YouTube. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de tes vidéos sur YouTube. Et est-ce que tu considères que c'est la plateforme qui t'apporte le plus de choses, ou est-ce que, à l'inverse, tu le mets un peu par hasard en disant peut-être un jour ça servira. Enfin voilà, c'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui vis-à-vis de YouTube pour ton contenu et ta communauté et ton business? Ouais. Alors déjà, donc moi j'ai commencé il y a à peu près 3 ans je crois sur YouTube. Et donc au début c'était ultra artisanal, j'avais très très peu de matos, j'avais du matos de très mauvaise qualité, je savais pas utiliser ce matériel surtout. Maintenant j'ai un peu plus investi. Mais pour moi c'est un vrai investissement sur le temps long. C'est-à-dire que si demain j'avais 20 000 abonnés, j'en serais ravi. Si c'est après-demain ou si c'est dans 2 ans, ça sera dans 2 ans. Mais je sais que de toute façon, il y a un intérêt à y être présent. Et le plus tôt est le mieux, parce que de toute façon, on fait que s'améliorer. Quand je regarde mes vidéos aujourd'hui et celles d'il y a 3 ans, ça n'a rien à voir. Je me suis amélioré sur le script, je me suis amélioré sur le montage, je me suis amélioré sur tout ça. Alors je fais tout de A à Z sur ma chaîne. Et donc déjà, pour moi, il y a une amélioration là-dessus. Après, le truc, c'est que depuis que j'ai lancé le podcast, et notamment les interviews, donc il y a le podcast solo qui est que en audio, et les interviews qui sont à la fois en audio et en vidéo, donc comme aujourd'hui. Et pour le coup, je me suis rendu compte que j'avais fait largement moins de vidéos solo, de vidéos facecam. Je sais pas pourquoi, et donc je m'y suis remis un petit peu,
Là, mon objectif, c'est d'en faire plus, parce que je me rends compte que ça apporte des choses très différentes. Dans les podcasts, les gens viennent pour mes invités, et tant mieux, c'est le but. Mais je pense que l'idée, c'est aussi que moi, j'apporte la valeur que je peux apporter, que j'apporte mes conseils, que j'apporte tout ça. L'idée, c'est aussi de construire un personal branding, donc de me faire connaître. D'ailleurs, j'ai quelques clients qui sont venus par YouTube. Donc pour moi, ça rentre dans une stratégie globale. C'est pas mon seul outil de communication. Je suis aussi très présent sur LinkedIn. Je commence à être assez présent sur les formats podcast audio. Et je développe un petit peu Instagram, TikTok, mais très peu encore. Mais pour moi, c'est mes 3 outils essentiels: LinkedIn, YouTube, podcast. Donc j'essaye de faire rentrer tout ça dans toute une stratégie globale. Donc ouais, c'est quelque chose sur lequel je passe du temps et sur lequel je vais en passer plus parce que je veux revenir à ces formats solo. Je sais pas si ça répond bien cool. à la question que tu posais. Si, parfaitement. Est-ce que tu considères... Attends, comment je vais la poser celle-là ? En fait, j'ai un cas concret dans ma tête. Je vais commencer par là. Je t'ai parlé tout à l'heure des stratégistes et on essaie de mettre en face des bons clients, les bons clients en face des bons stratégistes. Et il y a un truc qui rentre en ligne de compte dans notre choix, c'est le débit de parole. Ça paraît bête, mais j'ai des stratégistes qui parlent ultra vite et qui vont condenser un max d'informations dans des phrases très courtes, et d'autres qui vont parler très lentement, qui vont être beaucoup plus posés. Et en fait, j'essaie de matcher ça avec le débit de parole ou la vitesse, si tu veux, cérébrale des clients. Oui. Et je le fais un peu inconsciemment, en fait. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui rentre, toi, dans le cadre de ce que tu traites au quotidien. Mais moi, j'ai constaté ça, en fait. Et, tu vois, tout bêtement, là, on a un client. J'ai demandé à Mathieu, qui a fait le rendez-vous avec lui, est-ce que c'est un client qui parle super vite, qui va à 3000 à l'heure, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est posé, qui prend son temps ? Parce que je ne vais pas lui mettre le même stratégiste en face. Est-ce que tu penses que c'est important de matcher des gens qui parlent un petit peu avec le même rythme, la même façon de parler, ou est-ce qu'au contraire, ça peut bien fonctionner d'avoir quelqu'un qui parle super vite avec quelqu'un qui parle super lentement, avec tout ce qui va avec ? Oui. Alors, en gros, là-dessus, il y a plusieurs fonctionnements. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont très posées, mais qui vont apprécier d'être avec quelqu'un justement qui les booste, quelqu'un qui les dynamise. Donc ça peut être intéressant parfois de faire des arrangements un peu mixtes, parce que la personne cherche cette dynamique, ou au contraire d'avoir quelqu'un qui est ultra dynamique et de chercher peut-être à le poser un peu plus dans ses vidéos, dans ces choses-là, en le mettant avec quelqu'un qui lui est peut-être plus posé. Donc, alors je sais pas si c'est possible pour toi, mais ça pourrait être intéressant peut-être parfois d'avoir 2 stratégistes qui vont travailler sur des aspects un peu différents, ou au moins au début, et puis ensuite de voir peut-être ce qui match le plus par la pratique. Parce que la dynamique, en fait, de la parole, le débit de parole, il influence la pensée. Si on parle vite, on va être dans quelque chose d'ultra dynamique, on veut que ça booste, on veut que ça pulse. Généralement, ça va être des gens, on va avoir des effets, on va mettre des trucs comme ça à droite à gauche. Là où des gens posés vont chercher un peu plus, à mettre moins d'effets, vont être plus peut-être sur un travail sur le fond. Alors finalement, là pour le coup c'est toi qui le sauras mieux, mais je pense que de trouver un match entre les deux, c'est ce qui peut être vachement intéressant. Et tu vois, typiquement, donc Laura Demerlet, avec qui tu travailles, je crois, Laura, elle était venue me voir, je l'ai coachée quand elle préparait les vidéos qu'elle publie maintenant avec Webedia sur la chaîne de Jamie Gouraud, et notamment pour travailler sur sa parole. Parce qu'à certains moments, elle allait un peu trop vite, ou à certains moments un peu trop lentement, et donc on a travaillé un peu sur tout ça. Et ça lui a permis justement d'être beaucoup plus clair, un peu plus posé quand il fallait être plus posé, un peu plus dynamique quand il fallait être plus dynamique, parce que là encore, même dans une même vidéo, à certains moments il faut aller plus vite, et à d'autres moments prendre le temps pour bien expliquer les choses. Donc c'est vraiment toujours ça, c'est trouver les bons moments où accélérer, les bons moments où ralentir, et c'est pareil dans les échanges avec les personnes, trouver à quel moment il faut se poser et à quel moment il faut trouver une nouvelle dynamique. Et ça, c'est ultra intéressant. Je ne l'avais pas encore vu sous cet angle-là, en fait. Quand on avait déjà un petit peu échangé entre nous avant sur ce que tu pourrais apporter à mes youtubeurs. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui ne sont pas très à l'aise dans la prise de parole. Il y en a qui galèrent au tournage. Il y en a qui ne sont pas forcément fiers de la façon dont leur voix porte leur message. Je sais que là-dessus, toi, tu peux déjà intervenir là-dessus. Mais je n'avais pas conscientisé cette notion
de rythme. Et j'appellerais presque ça du relief, en fait. Parce que quand tu donnes un texte, il y a des moments où effectivement tu vas être super enjoué, etc. Et puis des moments où peut-être il faut calmer les choses. Et il faut les dire posément, avec des silences. Ouais. Et après repartir sur un truc. Et ça, c'est, je pense, ultra efficace finalement, aussi pour retenir l'attention des gens. C'est le truc bête de, ça va les réveiller un petit peu, et puis après ça, ils vont enregistrer au moment où c'est calme, et puis... Et ça, j'avais pas noté. En fait, c'est ultra intéressant et j'y pense de plus en plus aussi pour moi, je t'avoue, parce que on a tendance à trop facilement tomber dans quelque chose d'assez lent, enfin pas lent, mais monotone en fait. C'était ça un peu le terme que je cherchais. Vu que ça a sonné, j'ai une dernière question pour toi. Je voulais savoir si tu devais me citer. Allez, c'est une double question. Cite-moi un sportif et une personnalité politique en dehors de Mélenchon pour lesquels tu admires l'art oratoire. Justement, tu te dis, ça, c'est des personnes que j'aime beaucoup la façon dont ils prennent la parole. Alors, sur les sportifs, je te propose de me donner une autre catégorie parce que je ne suis absolument pas le sport. J'aime bien regarder un match de rugby de temps en temps. Ma femme aime beaucoup le tennis, donc parfois ça m'arrive de regarder avec elle. Mais je connais vraiment pas assez les sportifs pour t'en donner un. Mais déjà sur les politiques, je réfléchis en dehors de toute opinion. Je citais Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, c'est pas pour autant bien sûr. Mais effectivement, c'est un brillant orateur lui aussi. Enfin, en tout cas, il était d'ailleurs. C'est la réponse un peu facile, si tu veux, c'est pour ça. Ouais. Alors, déjà, tu penses que ça a changé ? Tu crois qu'il est devenu mauvais ? Ouais, je pense qu'il était un grand orateur. Ah, intéressant. Et qu'il est toujours bon, mais je pense qu'il est beaucoup moins bon qu'avant. Il y a pas mal de choses sur lesquelles, en fait, il apprécie un peu trop s'écouter, et ça se ressent de plus en plus. Donc voilà, je nuance un petit peu, ça reste un très bon orateur malgré tout. Après, un bon orateur actuellement... Many hours later. Alors si, moi il y en a un que j'apprécie, parce qu'il est plein d'avenir. C'est pas forcément le meilleur orateur, mais je trouve qu'il a un truc et qui va être très très fort, je pense, à l'avenir, et qu'il faut vraiment le suivre, c'est Stanislas Rigaud. Stanislas Rigaud, c'est celui qui s'occupe de Génération Z, donc c'est les jeunes de Zemmour. Il se trouve que je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Et il est très jeune, je pense qu'il a 25 ans, voire même pas 25 ans. Mais il parle avec un tel aplomb et une telle conviction, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, il y a un truc qui nous fait rentrer dans son discours, parce qu'on sent sa conviction, on sent que c'est une conviction pure, que c'est vraiment quelque chose qu'il a au cœur, et ça c'est extrêmement important dans la conviction. Donc ça en fait un très bon orateur, et je pense qu'il y a certaines choses qu'il pourra améliorer, mais pour son jeune âge et vu l'expérience qu'il a, je suis assez impressionné par la qualité de ses discours. Ouais. Ok. Et si tu veux me donner une autre catégorie, hors politique. Non, mais du coup, je vais te donner une autre catégorie, mais pas que tu crois. Une femme oratrice que tu admires particulièrement. Une femme oratrice que j'apprécie particulièrement. Pas forcément en politique, du coup. Ça peut être ailleurs, ça peut être. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Il y en a, alors, là aussi, c'est pas forcément la meilleure oratrice, mais j'aime beaucoup parce qu'elle a son style, qu'elle assume, que c'est vivant. C'est Valentine Soda, avec qui tu travailles aussi d'ailleurs. Valentine Soda, j'aime beaucoup. Donc, en plus, je l'ai reçue dans le podcast, et c'est notamment pour ça que je l'ai reçue, parce que j'aime beaucoup la façon dont elle s'exprime. Elle n'est pas à chercher à faire des trucs complexes, compliqués, à chercher à utiliser des mots pour la rendre plus intelligente, tout ce genre de choses. Elle a un discours simple, et surtout compréhensible. Et je trouve que c'est l'essence même du discours d'être compréhensible. Donc, on la comprend très bien, c'est péchu, c'est vivant, on sent que c'est elle, quoi. Elle est énergique, elle est souriante, elle est marrante, et ça se ressent dans la façon dont elle s'exprime. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que d'ailleurs, on le sent à la fois quand elle parle de vive voix, quand on l'entend, et quand on la lit, elle parle comme elle écrit, et elle écrit comme elle parle. Ce qui est très compliqué. Tu vois, on parlait tout à l'heure de rédiger un script, et c'est pas toujours évident. Et c'est pareil pour un discours. Il faut penser que c'est pas fait pour être lu, mais pour être écouté. Et quand je lis les posts sur LinkedIn de Valentine Soda, j'ai l'impression de l'entendre, quoi. Enfin, je l'entends parler. Et je trouve ça assez incroyable. Donc, je pense qu'elle est excellente. Et si je devais t'en citer une autre, alors j'aurais pu citer Oprah, parce que c'est Oprah, quoi, aux États-Unis,
forcément une brillante oratrice, mais j'ai pas envie de citer des Américains parce qu'eux, ils trichent, ils sont beaucoup plus habitués que nous, donc c'est pas juste. Il le travaille à l'école. Exactement, donc c'est pas juste, on n'est pas à égalité. Non, si je devais en citer une autre, peut-être Kelly Massol. Kelly Massol qui était je connais pas. entrepreneur, qui était dans le jury, qui veut être mon associé dans cette dernière saison. J'aime bien parce que là aussi, elle a une façon de s'exprimer assez simple. Et en fait, pour moi, elle fait très américaine, à la fois dans la façon dont elle s'habille, dans la façon dont elle s'exprime. Et finalement, elle fait très Oprah. Je pense qu'elle aime beaucoup Oprah, je ne la connais pas personnellement, mais je pense qu'à mon avis, elle a bien étudié la façon dont s'exprimait Oprah, parce que je retrouve beaucoup de Oprah Winfrey quand j'écoute Kelly Massol. Donc elle est très forte aussi, je trouve. Voilà pour tout ça. Est-ce que c'est bon pour tes questions ? Ouais, après on peut continuer des heures si tu veux, mais je pense qu'on a dépassé les 5 minutes déjà. Ouais, effectivement, on les a bien dépassés. Mais écoute, avant de terminer, il y a une question que j'aime toujours te poser, c'est quelle question aurais-tu aimé que je te pose ? J'aurais bien aimé que tu me poses des questions par rapport à ma propre perception de mon art oratoire. Tu vois, en fait, c'est-à-dire de peut-être quelque chose qui relie ta spécialité avec la mienne. Mais ça aurait pu être, par exemple, quelque chose du genre, si tu avais une baguette magique ou si tu avais 10 heures gratuites d'accompagnement par Jean-Corentin Poisson, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se produise avec cette baguette après ces 10 heures, tu vois. Vraiment, s'il y avait un truc sur lequel tu aimerais progresser, ce serait quoi ? Je pense que ça pourrait être une bonne question peut-être à poser à tes invités, qui permettent de connecter justement ce que font tes invités et ce que toi tu fais au quotidien. Eh ben, je te la pose. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer ? Ah non, t'as pas le droit. Ah si, c'est le but du jeu. T'as pas le droit, c'est pas cool ça. Ah non, c'est pas cool. C'est le but de cette dernière question. C'est pas cool. Bah écoute, du coup, tant pis pour toi, je vais te répondre de façon un peu banale, mais ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est vraiment le relief dans la prise de parole. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je peux vraiment beaucoup progresser. Et peut-être d'ailleurs des petites techniques sur prompteur. C'est-à-dire que quand tu as ton prompteur, déjà tu dépends d'une vitesse de défilement. Donc c'est difficile parce que tu as un côté mental où tu dois essayer de suivre le défilement, etc. Alors, il y a des systèmes maintenant, mais qui coûtent encore plus cher, où tu peux contrôler le défilement autrement avec une pédale ou un truc comme ça. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai constaté, c'est que quand quand tu subis la technique, notamment sur un prompteur, tu vas être très très monotone dans ce que tu vas dire généralement, parce que tu es en train de lire un texte et que en fait finalement tu vas lire ton texte comme ça, puis blablabla, et du coup c'est difficile de faire du relief. Et si à l'inverse c'est trop lent, il va y avoir un côté un peu frustrant. Enfin voilà. Et donc, est-ce que tu as des techniques ? Est-ce que tu mets du texte en gras, du texte en orange, du texte en jaune, pour savoir quelle émotion tu vas essayer de transmettre à tel moment ? Est-ce que toi... Ouais, ça m'intéresserait en fait de savoir si peut-être quand tu prépares un texte ou un discours, ou pour des clients, est-ce que ça t'est arrivé de visuellement, sur un texte, donner des petits indices de ça, il faut le dire lentement. Là, tu fais une pause. Ça, tu le dis plus fort. Ça, tu le dis tout bas. Et ça, je pense que ça peut être super intéressant de travailler à créer un petit système comme ça qui fait que ce serait plus facile de mettre du relief sur ce qu'on raconte. Ça, je pense que je serais prêt à payer assez cher finalement pour avoir un truc comme ça. Ouais. Alors, je te l'offre gratuitement. Je vais t'expliquer. En fait, c'est un exercice que je fais parfois. Je le fais rarement parce que j'encourage plutôt mes clients à travailler sans prompteur, sans texte trop écrit. Mais ça m'est arrivé par exemple d'accompagner un politique qui devait intervenir pendant un congrès de son parti. Et donc là, on a fait ce que j'appelle la mise en partition du discours. C'est-à-dire que c'est un exercice où il écrit, donc pour le coup mot à mot, tout ce qu'il va dire. Et juste on fait un saut de ligne entre chaque ligne. Et on va mettre une symbolique, un symbole au moment où il faut un peu plus percuter, justement pour mettre du relief. En gros, on va mettre en gras quand il faut le dire plus fort. On va mettre en italique quand on va baisser un peu le ton. Une flèche vers la droite quand il faut aller plus vite, vers la gauche quand on doit ralentir. Éventuellement, une flèche vers le haut quand on doit aller un peu plus dans les aigus, vers le bas quand on doit aller un peu plus dans les graves, ou bien travailler avec les couleurs, etc. C'est un exercice que je fais parfois, effectivement, parce que comme tu le dis, c'est vrai qu'avec un texte écrit, on est dans de la lecture et c'est pas évident de mettre le ton qu'il faut. Donc là, pour le coup, quand je dois travailler comme ça, j'impose quasiment toujours cette mise en partition parce qu'il faut avoir ce relief, il faut avoir cette vie dans le discours et presque donner l'impression qu'on parle d'une voix naturelle. Enfin, naturelle, ça veut pas dire grand-chose, mais d'une voix normale et qui n'est pas un exercice de lecture à voix haute.
Donc ouais, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Mais si tu veux, je te l'enverrai et je te ferai même pas payer. Non, mais après, c'est la pratique, c'est ça qui est difficile. Ouais. Et je me pose la question aussi, si tu mets est-ce que dedans, tu peux mettre des effets sonores, entre guillemets. Je te donne un exemple qui est tout récent, mais ChatGPT a annoncé hier qu'ils avaient un assistant oral maintenant, donc tu peux lui parler, il te répond comme une vraie personne. Ouais. Et ce qui rend cet assistant particulièrement human-like, c'est le petit soufflage d'air du nez, le petit rire à la fin de la phrase. Tu vois, le moment où il va mettre des trucs comme ça dans ses expressions et ça le rend particulièrement humain. Et je me demandais justement si aussi sur des discours ou des choses comme ça, est-ce qu'on peut mettre aussi ce genre de choses-là, donc les pauses évidemment, mais tous ces petits bruits parasites, mais qui rendent le discours plus humain. Alors je l'ai pas fait parce que le discours s'y prêtait pas. Le discours politique, on va rarement rire, on va rarement avoir ce type de réaction. Par contre, avant ça, quand on répète le discours, je travaille sur la gestuelle. Donc je dis, là par exemple, il va falloir que tu mettes ce qu'on appelle un geste illustrateur ou un emblème. Donc là, voilà, tu vas vraiment serrer le poing, tu vas appuyer ce que tu dis à ce moment-là. Et c'est plus dans la répétition. On pourrait sans doute le faire assez facilement même sur des onomatopées, entre guillemets. Tout simplement en le mettant entre crochets, haha, rire, sniff, etc. Pour le faire. Maintenant, je pense que par le travail de répétition, de toute façon, ça va venir naturellement. Ouais. Donc, pour moi, c'est plus dans la répétition que ça sera intéressant de le faire. Ouais. Ok, très intéressant. Ça me motive, ça me donne envie de... Alors, je vais peut-être pas faire sur une vidéo de 20 minutes, mais j'ai envie de faire peut-être une toute petite vidéo d'1 minute où je travaillerai à fond toute cette partie-là, en fait. La partie relief, la partie texte plus fort, moins fort, les pauses, j'ai envie d'expérimenter là. C'est cool. Mais on pourra s'en reparler. Je découvre un nouvel univers en fait là avec toi. En fait. Mais on pourra s'en reparler avec grand plaisir. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc d'abord, je vous remercie bien entendu de nous avoir suivis jusque-là. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, Sylvain ? Oui, alors si vous voulez entendre causer YouTube, je vous conseille d'aller écouter le podcast Code YouTube, qui est dispo en audio et sur YouTube évidemment, où Mathieu et moi on discute de tout ce qui se passe dans l'actu de YouTube. Vous avez la chaîne du coin des YouTubeurs si vous voulez apprendre un petit peu plus des choses sur les stratégies, l'algorithme, etc. Et si vous voulez qu'on rentre en contact direct, c'est plutôt sur LinkedIn, Sylvain Lepoutre. Ça marche, parfait. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Surtout, merci à toi, Sylvain, d'avoir accepté cette invitation. Je pense que là, vraiment, on va repartir avec plein de choses à mettre en place sur YouTube. Et puis, comme tu l'as dit, moi, je suis ta chaîne depuis longtemps. Je suis Code YouTube aussi depuis que vous l'avez lancé. Donc, si vous aussi, vous voulez prendre la parole sur YouTube, je vous invite très fortement à aller voir tout ça. Vous allez voir, vous aurez toutes les bonnes infos, toutes les bonnes stratégies qui vont vous permettre de vous développer et de prendre la parole sur YouTube. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser dans les commentaires. Et puis si ça vous a plu, ne vous abonnez pas, comme ça vous êtes certain de louper les prochains épisodes. Moi je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao!